Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont la référence, oui je sais, désolé, c'est à l'envers. Mais je pense que certains sauront lire et trouveront en effet la référence. Et ça tombe bien parce que je vais vous parler de cinéma. Vous savez, de temps en temps je vous en parle parce que ça a quand même fait partie, une grande partie de ma vie professionnelle. On vient d'apprendre que Canal+ va rentrer au capital de la société UGC. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Canal+, c'est évidemment pas seulement la chaîne de télé, mais c'est aussi le groupe Canal, qui aujourd'hui a plusieurs activités très diversifiées, qui passent à la fois de la télévision, du cinéma, de la production, de la distribution vidéo. Et il y a un seul truc que Canal+, en matière de cinéma, ne possédait pas, c'est des salles de cinéma. Et donc c'est pour ça que UGC, donc, qui est l'Union Générale des Cinémas, qui est un des deux groupes nationaux d'exploitation cinéma, en dehors évidemment, elle aussi, d'être une société de production et de distribution. C'est pour ça qu'en règle générale, en France, vous aviez les trois grandes majors qui étaient Gaumont, Pathé et UGC, parce que c'était des sociétés qui avaient l'échantillon, c'est-à-dire l'éventail complet, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois la capacité de produire, la capacité de distribuer, c'est-à-dire vendre les films aux exploitants, mais aussi pour l'international, et ils avaient leur propre réseau de salles de cinéma. Gaumont a disparu. Peut-être que si vous êtes dans une ville où vous avez vu un Gaumont et puis tout d'un coup, pouf, vous avez vu, il est passé Pathé. Très rapidement, c'est parce que à la fin des années 90, Gaumont a perdu sa vitrine, qui était Luc Besson, et ils ont essayé de trouver quelqu'un d'autre. Mathieu Kassovitz, ça n'a pas très bien marché, et puis il y a eu des mauvais choix d'investissement à l'époque, dont celui qui a plombé les comptes de Gaumont, c'est Le Visiteur en Amérique, qui à l'époque avait coûté presque 560 millions de francs. C'est-à-dire que le film était plus cher que Le Cinquième Élément, qui était entièrement financé par Gaumont. Donc évidemment, faire un rapprochement, vendre les salles, alors heureusement, Gaumont est Pathé. Gaumont appartient à Nicolas Seydoux, qui en est le propriétaire à la majorité du capital. Son frère, Jérôme, est président-directeur général de Pathé. Alors par contre, Pathé a un capital plutôt partagé, je crois que c'est le groupe Chargeur, s'ils sont encore plus ou moins dans la bataille. Donc ils avaient trouvé un compromis en disant voilà, on met nos sociétés d'exploitation en commun dans une société qui s'appelait Europalace. À hauteur de capital, 60% pour Pathé et 40% pour Gaumont. Autant dire qu'on est passé directement du jour à la nuit, puisque la méthode de management, de direction, de gestion de Pathé était totalement différente de Gaumont. Gaumont, c'était déjà quelque chose de plus familial, de plus cinéma, de plus chaleureux. Alors que Pathé, c'était business is business. Puis bon, avec le temps, il s'est trouvé que Pathé a fini par racheter quelque part, et ils ont complètement racheté les parts de Gaumont. C'est pour ça que désormais, tous les cinémas Gaumont ne peuvent plus exister, puisque Pathé n'a pas le droit d'utiliser l'enseigne Gaumont. Donc ils sont obligés de transvaser en enseigne Pathé. Donc voilà pour la petite histoire, si vous avez vu votre cinéma Gaumont devenir tout d'un coup Pathé. Voilà pourquoi. Alors évidemment, les salles de cinéma, on en a parlé. Le Covid, ça a été compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, malgré la diversification des activités, l'offre, IMAX, Dolby Digital, Atmos, 4DX, le problème c'est que ça a un coût. Et le coût, évidemment, se répercute sur le prix du billet. Ce qui fait que malheureusement,
ça a commencé à dissuader les gens d'aller peut-être moins souvent au cinéma. En moyenne, en 2012, quand j'ai quitté mon poste, quand j'ai quitté Gaumont, on était sur, je crois, 1,40 ou 1,50 fois. C'est-à-dire les Français allaient 1,50 fois au cinéma tous les mois. Ce qui est déjà pas terrible en soi. Mais voilà. D'où la raison pour laquelle, dans les années 90, on a développé certains produits, dont les fameuses cartes de fidélité. À la fin des années 90, UGC met le pavé dans la mare en créant l'abonnement mensuel. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était, je crois, l'équivalent de 16 € et vous alliez autant de fois que vous vouliez au cinéma. Bon, sauf que UGC, ils ont mal fait leur calcul parce qu'ils ont cru qu'en réussissant à attirer plus de monde grâce à la carte, c'est plus de gens qui allaient consommer des boissons, des pop-corn, etc. Mais finalement, pas vraiment. Gaumont s'est engagé dans la brèche, malheureusement, pour faire concurrence. Sauf que Gaumont aussi, ils se sont rendus compte que la carte, pour essayer d'être attractive, ils ont essayé de mettre pas mal de privilèges. C'était un peu des cartes VIP. C'est-à-dire que vous aviez des privilèges pour des avant-premières, vous aviez des privilèges pour des jeux concours, vous aviez aussi, on organisait à l'époque aussi des avant-premières exclusives. C'est-à-dire que pour certains films, on n'avait pas le droit normalement de faire d'avant-première avant le mardi minuit, c'est-à-dire dans la nuit de mardi à mercredi, puisque vous savez que les films sortent le mercredi. Par contre, on avait l'autorisation de faire une avant-première à partir de minuit, c'est-à-dire dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc, on s'est dit, tiens, ça peut être sympa pour ceux qui veulent vraiment voir des films tout de suite, là, maintenant, en avant-première. Et ça marchait plutôt bien. Je me souviens, on avait fait la soirée Star Wars avec la préquel pour la sortie du troisième film. Alors, le troisième film, on n'avait pas le droit de faire d'avant-première. Donc on a fait l'avant-première à minuit. Donc c'est-à-dire qu'on a calé les deux premiers films en avant. Et puis voilà, puis ça marchait très très bien. Bon, et voilà, et pour la carte privilège, ça fonctionnait plutôt bien. Sauf qu'avec le temps, en réalité, financièrement, on ne s'y retrouvait pas. Puisque, encore une fois, le prix du billet sur la carte était un prix moyen. C'est-à-dire que c'était pas un prix, c'était pas un plein tarif. À l'époque, c'était 7 €. 7,15 € ou 7,20 € je crois, la place. C'est-à-dire que pour le prix de l'abonnement, en réalité, il n'y a que 3 places qui sont amorties. Les 2 autres places, c'est aux frais de la société. Sauf si évidemment, le client consomme. S'il consomme 40 ou 50 € dans le mois, là c'est amorti puisque... Mais bon, non, en fait, on s'est retrouvé avec vraiment, je crois à peu près 60% des abonnés, c'était vraiment des cinéphiles, c'était pas du tout des consommateurs. Ou alors des petits consommateurs, genre qui achetaient un petit popcorn ou une boisson, un truc comme ça. Donc financièrement, au bout d'un moment, ils ont commencé à modifier la carte, il y avait moins de privilèges, etc. Au bout d'un moment, à moins d'être un cinéphile, ça restait intéressant, mais pour le commun des mortels, en général... Sans parler des cartes fidélité, pendant 20 ans, tu as beau expliquer aux clients que la carte fidélité c'était 5 places, mais que tu pouvais prendre que 3 places par séance. Évidemment, quand ils venaient à 5, ils achetaient la carte, puis ils voulaient utiliser la carte avec les 5 places. Et on leur disait, non, c'est 3 places maximum. Enfin, je ne sais même pas d'ailleurs si ça existe encore. Si vous êtes cinéphile, si vous allez souvent au cinéma, n'hésitez pas à nous briefer un petit peu sur les produits existants aujourd'hui. Et évidemment, les prix des places de cinéma, ça a grimpé, normal. Ça a tellement grimpé que même Pathé, maintenant, crée des cinémas de luxe. Par exemple, vous avez le fameux Gaumont Opéra qui a été complètement rénové, qui maintenant est le Pathé Opéra, qui se trouve à Paris. Et je crois que la place, le minimum, c'est 25 €. Alors oui, à 25 €, vous avez les fauteuils reclineurs, qualité de projection, son à chier de partout, du 22.1,
Et je crois que vous avez également 30 € la salle Onyx. Alors la salle Onyx, c'est une salle avec un écran Onyx, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projection, c'est-à-dire que l'image ne vient pas d'un projecteur derrière, c'est comme une grande télé, voilà, avec des plaques, vous savez, hein, des pixels, etc. Sauf que, encore une fois, ils ont essayé de développer ça en province, mais ça ne marche pas. Alors il y a l'effet nouveauté, mais au bout d'un moment, ça se tasse. À la rigueur, l'IMAX reste encore attractif, mais encore une fois de plus, pour ceux qui vraiment aiment le spectacle cinématographique et qui n'hésitent pas à claquer 15 ou 16 € la place de l'IMAX, voire 18 ou 19 € si c'est du 3D. Et alors en plus, l'offre, vous n'avez pas sans doute échappé au fait que certains films français se sont fait un petit peu brocarder au vu des résultats catastrophiques qu'ils ont fait. Là, il y a un film récent avec Cadmera qui s'appelle Papa Mobile ou un truc comme ça, je crois. Pour vous dire, même le producteur, il a tellement honte du film qu'en fait, ils ont distribué que 7 copies en France. 7 copies en France. Et vrai, en effet, le film apparemment est mauvais. Sauf que y a quand même pas mal de films français qui sont arrosés à coups de 3, 5, 6, 7 millions. Alors, attention, il y en a souvent qui disent avec de l'argent public. La production n'est pas entièrement couverte par de l'argent public. En revanche, les aides, les subventions à ces films-là, ça peut monter à 20 ou 30% du financement. Le reste, ça peut être aussi des financements qui viennent des régions, des départements, des mairies, ou de collectifs, ou d'associations, d'aide au cinéma, etc. Donc il faut toujours quand même qu'ils trouvent des producteurs pour signer un chèque. Sauf que c'est des films. En fait, si vous voulez, le problème, c'est le nombre. Il faut savoir qu'en France, je crois qu'on est en moyenne entre 250 et 300 films produits par an. Déjà, moi, à mon époque, hein, on disait, hein, alors, ok, la diversité, l'exception culturelle. Sauf que la diversité et l'exception culturelle, elle a bon dos pour permettre à des gens de se faire financer avec de l'argent public. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est pas l'intégralité, mais... Et du coup, vous avez... Alors, il faut savoir que sur les... allez, on va dire 200 films par an, il y en a peut-être... Allez, la moitié qui vont avoir des distributions type commercial. C'est-à-dire que là, c'est à coût de 150, 200, 250, 300 copies. Donc c'est des films que vous voyez quasiment dans tous les multiplex, etc. Et après, vous avez des films, ce qu'on appelle les films indépendants, les films d'auteur. Ce sont généralement des films qui ne sortent que dans des cinémas subventionnés, c'est-à-dire des cinémas qui ont la classification art et essai. Alors je l'avais déjà expliqué, ces cinémas-là, ils sont obligés d'avoir des aides parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec seulement la billetterie. En plus, comme c'est des cinémas qui, pour être un peu attractifs, font des tarifs entre 5 et 7 euros, donc c'est pas avec 5 et 7 euros, puisque en général, le cinéma, lui, récupère entre 30 et 40, voire 45% sur le prix du billet. Donc c'est-à-dire que sur un 5 euros, le cinéma, il récupère 2 euros. Bon, vous comprenez que sur une séance, il fait 8 entrées, c'est pas avec ça que tu vas payer les factures d'électricité, payer les employés, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent pas mal de cinémas qui sont classés RSC, mais qui sont faits des associations. Parce qu'en cadre d'association, là, dans ce cas-là, elles ont une subvention d'État, en tant qu'association loi de 1901, ce qui leur permet de vivre. Mais c'est souvent des cinémas qui ne sont pas ouverts tout le temps, qui sont soit ouverts uniquement le soir et le week-end. Parce que en général,
il y a une ou deux personnes qui travaillent. C'est souvent une personne qui est à la fois le projectionniste, le caissier, etc. Donc, et c'est un peu compliqué parce que même en matière de sécurité, je crois que normalement la salle, il ne faut pas qu'elle dépasse plus d'un certain nombre de fauteuils, de capacité. Surtout avec les classifications ERP, les établissements recevant du public. Je crois que c'est 1499 fauteuils, où là le cinéma est obligé d'avoir au moins un personnel aguerri aux procédures de sécurité incendie, souvent d'ailleurs équipé d'un SIAP, c'est un diplôme de sécurité incendie qu'on peut faire passer à des employés, parce que voilà, c'est une façon d'éviter de devoir payer des agents de sécu ou des agents de sécurité incendie. Donc on préfère reporter ça sur des employés, en sachant qu'évidemment l'employé, lui, ne touche pas un centime de plus s'il a le SIAP. Puis de toute façon, depuis des années, ils se sont arrangés pour que ça soit intégré directement dans le statut, dans tous les statuts de travail des cinémas, sans que ça ait un impact sur une augmentation de salaire quelconque. Vous avez une responsabilité en plus, mais pour que dalle. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, si vous voulez, le coût d'un cinéma aujourd'hui, ça coûte cher. C'est pour cette raison, peut-être que si vous allez dans un cinéma, un multiplex en semaine, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'employés. Il y a même des fois, ça a l'air désert. Raison pour laquelle quasiment tous les cinémas aujourd'hui développent des politiques de dématérialisation, c'est-à-dire, limite, demain, vous aurez des tourniquets pour l'accès en salle, vous présenterez votre billet numérique sur votre téléphone, hop, scannez, vous pouvez rentrer. Les pop-corn, les boissons et tout ça, distributeur. C'est-à-dire que quasiment, il y aura peut-être une personne pour surveiller, mais c'est tout. Mais vous ne pourrez pas lui demander d'acheter des billets ou de vous vendre des pop-corn ou des boissons ou des trucs comme ça. Ce sera juste une personne qui sera là pour faire tourner la boutique, quoi. Mais même ces politiques-là aujourd'hui, ça ne suffit pas. D'où la raison pour laquelle, depuis quelques années, que ce soit Pathé, que ce soit UGC, ils ferment des cinémas. Ils ferment des cinémas. On a vu sur les Champs-Élysées qui était pourtant l'avenue relativement bien équipée en cinéma, puisqu'il y avait le Gaumont Ambassade, il y avait le Gaumont Marignane, il y avait le Georges V. Je crois qu'il y a encore le drugstore qui est peut-être encore ouvert. Il n'y en a plus. Ils ont tous fermé. Même du côté de Montparnasse, il y avait un petit cinéma qui était un cinéma plutôt confidentiel pour diffuser des films d'art et auteur ou d'art et essai, et auteur, voir des VO, etc. Je me souviens plus du nom, qui était pas très loin à côté du pâté marine, du pâté Parnasse, parce que c'était encore une fois, c'était le Gaumont Parnasse, maintenant qui est devenu le pâté Parnasse, et d'ailleurs qui a été le premier pâté à offrir du luxe, pas donné. Ce cinéma-là est fermé aussi. Donc, il y a beaucoup de petits cinémas aujourd'hui qui est de type multisalles, comme on les appelait à l'époque, qui sont souvent des héritages d'ailleurs des années 70, aujourd'hui qui, de toute façon, sont condamnés. Soit sont condamnés parce que non rentables, ou soit parce que il n'y a pas de financiers, il n'y a pas d'investisseurs pour reprendre ces cinémas-là, même des villes ou trucs comme ça. Moi, j'ai travaillé dans un cinéma multisalle à Rouen, qui est celui qui est rue de la République, que peut-être aujourd'hui certains connaissent sous le nom de l'Omnia, mais qui a été racheté par la ville à Gaumont, et qui est en gestion à un groupe qui s'appelle le groupe Noé, qui est tenu par Richard Patry, très sympathique monsieur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que lui défend véritablement
vraiment le cinéma traditionnel, etc. Et le cinéma a été entièrement refait. Ils ont même rajouté une petite salle. C'était un 7 salles avant, mais maintenant c'est un 8 salles. Et pour l'activité de ce cinéma, donc essentiellement art et essai, film d'auteur, VO, ça suffit amplement. En plus, ils ont gardé la grande salle qui fait maintenant 400 places, je crois, pour faire des événementiels. Et d'ailleurs, ils font beaucoup d'événementiels, ils font beaucoup d'avant-premières pour rencontrer les réalisateurs, les acteurs, etc. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un dynamisme. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les cinémas. Et donc, il y a aujourd'hui une désertification dans certains endroits d'offres cinématographiques pour le public. Et puis évidemment, on ne peut pas parler des salles de cinéma sans le streaming. Évidemment que le streaming a eu beaucoup de conséquences parce que le streaming nous a piqué à peu près 30% du public qui venait peut-être 1 ou 2 fois par mois au cinéma, mais maintenant qui se déplace uniquement pour les gros blockbusters. Et encore, aujourd'hui l'Internet permet d'avoir des critiques, et selon les critiques qui sont émises surtout chez des youtubeurs spécialisés, il y a beaucoup de gens qui auraient bien aimé voir de films, puis finalement ils ne vont pas le voir, ils vont attendre qu'il sorte sur streaming, soit sur Disney+, soit sur Paramount, soit sur Netflix, soit sur Hulu, soit sur Amazon Prime, etc. Donc du coup, c'est un public qui autrefois se déplaçait pour venir voir les films. Maintenant, si les critiques sont pas bonnes, preuve en est, il y a eu des gros blockbusters cette année. Bon, le Superman a bien marché, mais sans plus. Le 4 Fantastique a très bien bourlingué la première semaine, mais c'est vite effondré. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs se sont dit « Ah bah tiens, celui-là, le film est plutôt bien, machin, donc il y a des chances qu'il marche. » Sauf que le problème, c'est qu'au bout de la 3e semaine, je crois qu'il a perdu 50% de fréquentation. Donc très clairement, même aujourd'hui, des blockbusters n'attirent plus. Et comme ça n'attire plus, ça ne fait pas recette. Et comme ça ne fait pas recette, tous les modèles économiques aujourd'hui des salles de cinéma, aujourd'hui, sont à remettre complètement en question. Moi, je l'avais toujours dit à un responsable, j'ai dit, ce qui manque, c'est la chaleur. Les gens venaient au cinéma à l'époque, pourquoi ? Parce qu'il y avait une chaleur, parce qu'il y avait du spectacle, parce qu'il y avait une ambiance. Tout ça a disparu. Au profit de quoi ? Au profit du business. C'est-à-dire qu'avant, une sortie cinéma, ça pouvait coûter, 20, 30 francs par personne. Si on achetait du popcorn, etc. Donc c'est-à-dire, à peine 20 €. Même pas 20 €, 10 €. 10 €, tu avais une place de cinéma, tu pouvais t'acheter un gros popcorn, un gros coca, pour 10 €. Sauf qu'en 20 ans, l'inflation est passée par là. Donc forcément, ça fait mal. C'est problématique. Tic-tic. Et donc, on a appris que Canal+ a l'intention tout simplement de rentrer au capital du GC avec une promesse d'achat d'ici 2028. C'est-à-dire qu'en 2028, Canal+ s'engage à acheter le groupe UGC. Donc ce qui permettrait en effet à Canal+ de devenir un véritable empire. Parce que UGC, je vous le rappelle, c'est aujourd'hui un des 2 plus gros groupes d'exploitation en France, nationaux. Après, vous avez d'autres groupes, vous avez CGR, vous avez Rightshow n'existe plus. Rightshow, c'était un groupe australien, ils ont tenté, ils ont ouvert 2 cinémas, et au bout d'1 an, ils ont compris que ça coûtait trop cher, donc ils sont partis. Même Besson, avec Europa,
je crois qu'ils avaient ouvert une salle à Marseille, à côté de Marseille, puis une autre salle, je crois. Oh, ça n'a pas tenu 1 an, je crois. Ils ont vendu à pâté. Parce que le modèle économique est trop cher. Parce que faut que vous payiez vos employés, vous payez l'électricité, vous payez... alors il suffit qu'en plus vous ne soyez pas propriétaire des murs, vous devez payer un loyer. Ce dont d'ailleurs Pathé aujourd'hui se mord les doigts parce que Pathé, eux, ils ont eu cette politique de développer leur cinéma uniquement dans des centres commerciaux, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Inversement, la politique de Gaumont était propriétaire des murs. Donc c'était à la fois un investissement commercial, mais aussi un investissement immobilier. Moi, les 2 cinémas Gaumont où j'ai travaillé, ça appartenait à Gaumont. Les murs appartenaient à Gaumont. Même Gaumont avait acheté des appartements, avait un patrimoine immobilier dans la ville, pour justement, à l'époque, alors là c'était dans les années 70-80, c'était aussi un moyen de pouvoir faire tourner les directeurs, de pouvoir les muter d'un site à l'autre et de leur proposer des logements. Bon, ça maintenant, ça n'existe plus. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin et qui démontre qu'aujourd'hui, les gros groupes d'exploitation sont confrontés à une situation où leurs modèles économiques aujourd'hui ne peuvent pas continuer à fonctionner en l'état. Et je vous dirais, aux États-Unis, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, le groupe Regal a fermé des cinémas. J'en suis la preuve, hein. Ils ont fermé mon cinéma définitivement. Et d'ailleurs, il a été rasé il y a quelques mois de ça. Et AMC, qui est le leader, lui aussi, hein, AMC, il est dans une politique de dématérialisation. Vous avez des cinémas, quand vous rentrez dans un AMC, il n'y a plus de caissier. Alors il y a quand même une culture du contact clientèle, donc il y a encore du monde au comptoir, la confiserie, etc. Mais le problème, c'est que des jeunes. Même les superviseurs, c'est des jeunes. C'est des gamins, en fait. Et vous sentez bien qu'il y a des gamins, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sont là, ils ont le salaire. T'es pas content, tiens, je te file 2 invites, puis me fais pas chier, quoi. Sauf que la qualité, il n'y a plus d'opérateurs projectionnistes, donc c'est des sociétés de maintenance. Sauf que les sociétés de maintenance, pareil, quand elles font le devis, le devis, des fois, il n'est pas accepté en totalité. Si bien que moi, je connais un cinéma, qui est un Régal, il y a une salle où ça fait... J'y suis allé, on y est allé en 2014, je crois, et on y était retourné en 2016. En 3 ans, 2 ans, 3 ans, personne n'a modifié le problème de la chaîne sonore, c'est-à-dire que, vous savez, derrière l'écran, vous avez la voix du centre, pour les voix, vous avez gauche, droite, et après vous avez les ambiance gauche, ambiance droite, ambiance arrière, etc. Ce qu'on appelle le 5 points ou le 7 points. Sauf que le son, le centre, c'est-à-dire les voix passaient à gauche, la gauche passait à droite, et le droite était au centre. 2 ans après, on est dans la même salle, le problème est toujours le même. Donc là, vous dites, ouais, ok, ils s'en foutent, quoi. Sauf qu'ils s'en foutent. Le client, il se fait baiser 1 fois, 2 fois, au bout de la 3e, il n'y va plus. Donc là, il y a quand même des prises de conscience que, ouais, il y a des trucs, ça va pas, ça marche pas. Il va falloir faire un peu plus attention. Mais sauf que, trop tard, le mal est fait. Pour vous dire dans quel point ils sont... Alors, en effet, aux États-Unis, même Covid. Alors AMC, eux, ils ont quand même eu 280 millions de dollars d'aide de l'État fédéral, avec remboursement. Par contre, le groupe Régal, lui, que dalle. Le groupe Cinémark, pareil. Donc évidemment, eux, c'est du business. Puis en plus de ça, les conditions d'exploitation de certains films, alors surtout Disney, alors eux, c'est des véritables enflures. Eux, c'est simple. Les Marvel, les derniers Marvel, moi, quand j'ai travaillé, qu'on a exploité, sur les 2 premières semaines, en fait, on gagnait rien sur le film. Tout allait dans la poche des taxes, etc., mais de Disney. C'est qu'à partir de la 2e semaine, où là, on avait un pourcentage, on pouvait récupérer l'argent.
Donc vous comprenez bien qu'avec des modèles comme ça, c'est pas possible. Les modèles ne peuvent pas continuer à fonctionner. Donc, est-ce que le cinéma, les salles de cinéma vont disparaître? C'est l'éternelle question. Certains vous diront non, parce qu'il y aura toujours des gens pour aller au cinéma. Oui, mais pas suffisamment pour remplir et permettre au cinéma d'avoir une rentabilité. Si vous avez été au cinéma dernièrement, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Comment vous avez été accueillis, comment vous vous sentez, le niveau des prix. Voire même, n'hésitez pas à commenter votre opinion sur la question. Est-ce que finalement, vous dites, moi je préfère voir mes films chez moi tranquille, peinard, à l'heure que je veux, sans me faire chier avec le parking, sans me faire chier avec les connards, avec leur téléphone, sans me faire chier avec le mec qui bouffe son McDo, sans me faire chier avec le gamin qui hurle. Ah non mais c'est des tas de petits détails, hein, mais qui peuvent faire la différence. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vais affronter l'orage. Ah ouais, c'est orageux là. Ça va tomber, on va pas garder les motons. Pour jouer du mieux.